Bonjour tout le monde. On a pas mal de données à vous présenter. Alors écoutez, j'espère qu'on vous assommera pas avec ces données-là, mais on a fait quand même pas mal d'études ici à la direction de santé publique pour connaître quelles étaient les situations de différents aspects de l'alimentation pour pouvoir justement mieux documenter les inégalités qui existent à Montréal. François va s'interposer un moment donné pour vous parler de notre étude sur l'accessibilité alimentaire. Je remercie tout de suite Sophie Goudreau et Michel Fournier qui nous ont aidés dans cette présentation-là. Alors, l'insécurité alimentaire, là, on en a parlé. Il y a une définition qui est officielle, c'est que on est en état d'insécurité alimentaire quand, oui, bien sûr, on manque d'aliments, mais aussi quand on a peur d'en manquer. Puis je pense que ça a été amené à plusieurs reprises dans la présentation, l'angoisse, le stress et même la faible estime de soi face au manque d'aliments. Et aussi quand on subit des contraintes dans les choix. On n'a pas le choix de choisir ces aliments. On est en insécurité alimentaire parce que ça veut dire qu'il y a des obstacles, soit des obstacles économiques ou géographiques, physiques, etc. Alors, c'est l'un ou l'autre de ces conditions-là qui fait qu'on est en insécurité alimentaire. À Montréal, dans le sondage Omnibus que l'on a 2 fois par année, on demande des questions, on demande 3 questions à la population. Est-ce qu'ils ont manqué de nourriture? Est-ce qu'ils ont eu insuffisamment de nourriture parce qu'ils avaient peur de manquer d'argent? Et aussi, est-ce qu'ils n'ont pas pu nourrir leur famille adéquatement? Si les gens répondent à l'une ou l'autre de ces questions-là, on les dit en insécurité alimentaire. En 2006-2008, on avait estimé 18% des ménages montréalais qui étaient en insécurité alimentaire. En 2010, c'est pas beaucoup amélioré, c'est 17%. Et là, avec le prix des aliments qui est à la hausse depuis le mois de janvier dernier, j'ai hâte de voir nos prochains chiffres. Je suis persuadée que il y a une hausse. Et je sais pas si vous avez vu récemment, il y a à peine 2 semaines, on a rapporté le fossé qui existe entre riches et pauvres. Cet écart entre les riches et les pauvres, on travaille, en fait, ce à quoi on travaille le plus fort, c'est réduire cet écart-là entre les riches et les pauvres. C'est ça qui fait toutes ces inégalités très fortes dans la population. Et là, il est en train de se creuser. Il y a des chiffres très, très éloquents qui démontrent que les riches travaillent moins qu'avant, alors que les pauvres, pour gagner le même salaire qu'ils gagnaient il y a 5 ans, doivent mettre 15% plus de temps pour gagner le même salaire qu'il y a 5 ans. Il y a un écart qui se creuse. Pinard nous met en alerte devant ça. Ben, pour une fois, je lui donne raison. Il a tout, oui. En tout cas, c'est vrai que c'est très dangereux de voir se creuser, ce fossé des inégalités. Ça me fait vraiment peur avec la hausse du prix des aliments en ce moment. Donc, des inégalités au plan du revenu, au plan de la consommation, au plan de l'économie de l'alimentation. On va élaborer là-dessus. On a documenté jusqu'à présent quelques enjeux, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous ai présenté des chiffres sur l'incidence d'insécurité alimentaire, mais on a également fait des études sur le coût minimum du panier à provisions nutritives, sur les consommations d'aliments, sur l'accès aux aliments santé et plus récemment, on est allé voir l'accès aux jardins publics qui existent. On avait commandé au dispensaire diététique de Montréal en 2006 une étude pour nous dire est-ce que selon le quartier où on vit à Montréal, on paie un prix différent pour ce qu'on appelle le panier à provisions nutritives. Ce panier-là est constitué par le DDM pour une famille de 4 personnes avec un ado dans la famille et
ce qui était sorti, c'est que l'écart des prix, il y a un écart de prix, bien sûr, selon le quartier où on habite, mais cet écart-là, dans l'étude du DDM, le dispensaire diététique, c'était le prix le plus élevé et le prix le moins élevé étaient tous les deux dans deux quartiers défavorisés de Montréal. Le prix le plus élevé était dans Centre-Sud, puis le prix le moins élevé était dans Saint-Henri. Alors, et vous allez voir que tout au long de notre documentation, c'est très, très difficile de faire un lien direct avec l'incidence de la pauvreté dans un secteur, dans un quartier. Et ça veut dire qu'il faut qu'on intervienne à d'autres niveaux que juste sur la pauvreté. Donc ici, en janvier 2011, le coût du repas par personne par jour est estimé à 7,19 $, alors qu'en septembre 2010, il était de 7,2 $. Et là, j'ai hâte de voir les nouveaux chiffres. Ça a augmenté, c'est certain. Juste le maïs, le coût du maïs a augmenté de 134 % dans les 3 derniers mois. Alors, ça va être incroyable, la hausse des aliments. Il y a une autre étude qu'on a faite, par exemple, et ça, c'est sorti dans le reportage, c'est qu'on est allé voir les familles pauvres qui gagnent moins de 30 000 $ par année. Et encore avec le dispensaire diététique de Montréal, on a fait des focus group auprès des familles pour connaître quelles étaient leur propre perception de leur alimentation, leur pratique, parce que on pensait ou on dit souvent que les gens savent pas cuisiner. Ça a sorti là-dedans. Mais là, je parle de beaucoup de familles ici, et je vais vous dire que les personnes pauvres, les familles sont à l'image de la société en général. C'est pas pire dans leur pratique, dans leurs connaissances que dans la société en général. C'est pire comme conséquence sur leurs besoins, sur leur santé. Les conséquences sont certainement plus néfastes. Par contre, leur pratique et leur connaissance, c'est pas pire que dans l'ensemble de la société. Et ça, je voudrais tellement que les gens commencent à toujours se l'approprier, cette idée-là. Ils ont une très bonne perception de leur connaissance des aliments qui sont bons pour la santé. Ils savent qu'est-ce qu'il faut manger. Ils le savent. Mais les familles avec les jeunes enfants sont celles qui cuisinent par la force des choses. C'est-à-dire que les enfants, soit à la garderie, soit à l'école, au niveau primaire, reviennent à la maison avec beaucoup d'incitatifs pour dire à la mère en général que, bien, il faut, maman, t'as pas mis tous tes légumes, maman, il nous manque d'une portion de ci dans l'assiette, etc. Et la mère de famille est très stimulée, puis on en voyait une tout à l'heure, elle disait qu'ils mangeaient bien, mais au prix de quels efforts? Alors, faut qu'ils cuisinent. Ceux qui cuisinent pas, selon nos focus group, ce sont les travailleurs. Et les travailleurs pauvres qui gagnent moins de 30 000 $ pour la famille, eux autres ont recours beaucoup aux préparations commerciales, de sorte que j'ai pu relever que chez les travailleurs pauvres, le coût par personne par jour qu'ils dépensaient, c'était 6,49 $ par personne par jour, alors que ceux qui cuisinaient, les familles où on cuisine, c'est 4,88 $. Mais à 4,88 $, même s'ils cuisinent, ils ne suffisent pas à arriver à répondre à leurs besoins nutritifs. Quand je parlais du panier à provision nutritif tout à l'heure, là, c'est que le DDM avait estimé les besoins de base d'une famille en 2009 à 29 000 $ par année. Les besoins de base, logement, nourriture et transport, vêtements, etc. À 29 000 $ par année, si je prends mon coût à 7,19 $, 7,19 $ par personne par jour, ça équivaut à 36 % de mon 29 000 $. Or, les familles du DDM doivent dépenser 46 % de leurs revenus en logement. Il leur en reste à peine 18 % pour se nourrir, et les personnes devraient en dépenser 36 %. Il y a un gros manque pour se nourrir adéquatement. Puis là, j'arrive au PPN, là.
ce qu'on appelle le panier à provision nutritif. C'est basé sur les besoins nutritifs de base de la famille. Et ça veut dire que tu fais tout. Tu cuisines tout. On t'alloue la pâte à pizza toute faite, mais le reste, tu t'en charges. Tu fais tes muffins. On fait tout, et avec une liste, mais vraiment pas le fun. Elle est très désagréable, la liste. Moi, en tout cas, je la trouve pas appétissante du tout. C'est vraiment pas agréable. Et ça, c'est le panier à provision de base pour une famille. Il y a personne ici qui mange. Tu peux donner des exemples de ce que tu trouves pas agréable dans la liste? Des pois en conserve. Je trouve, bon, j'aime pas ça. Mais, c'est du pain tranché, des œufs, de la saucisse la plus économique, du steak haché, du poulet, et c'est pas beaucoup de salade, t'as pas le moyen de t'acheter beaucoup de salade parce que on va aller chercher dans les aliments congelés et en conserve la valeur nutritive pour te permettre d'avoir atteint ta vitamine C, atteint ton potassium, etc., etc. Et si tu prends trop d'aliments frais, ils vont te coûter plus cher que si tu vas les chercher dans tes conserves, dans tes aliments congelés. Ce qui fait que la saveur, bon, pour quelqu'un qui aime les produits frais, pour quelqu'un qui, justement, qui aime varier, on a beaucoup de difficultés. On a regardé également les consommations alimentaires dans notre population montréalaise. Et là, c'est depuis 2002 qu'on fait, vous savez, le sondage Omnibus, qui est passé 2 fois par année par la Direction Santé publique sur différents thèmes. Nous, depuis 2002, on a des questions basées sur la fréquence de consommation d'aliments sur certaines catégories d'aliments que l'on a choisi en validant ce questionnaire de fréquence-là avec d'autres enquêtes qui étaient en cours à Montréal. Et donc, c'est les légumineuses, c'est le pain de grains entiers, le lait et le fromage, les fruits et les légumes sous toutes les formes. Et oui, voilà. Alors, ici, je vous donne seulement quelques exemples. On a fait un rapport en 2009 sur les tendances de consommation. Je veux juste vous dire que c'est pas pour dresser, ce questionnaire-là ne cherche pas à dresser un profil alimentaire dans la population montréalaise. Ce sont des tendances de consommation dans la population au fil des années. C'est pour ça que on insiste pour qu'ils reviennent à chacun des sondages de la DSP pour voir les tendances dans la population. Alors, les fruits et légumes, ça a stagné pas mal au total de la population. 33% de la population mange des fruits et légumes au moins 5 fois par jour. 5 fois par jour, c'était le seuil minimal de consommation. Et il y a les hommes qui nous montraient une amélioration intéressante, mais les hommes consomment moins que les femmes. On avait un petit encouragement en 2008-2009, mais on est arrivé en 2010 et là, on voit qu'on est à 29% au total qui consomment des fruits et légumes. Alors là, j'ai été vraiment découragée. Puis là, j'ai hâte de voir nos prochains chiffres parce qu'avec le prix, je sais pas si ça va encore diminuer, mais c'est pas encourageant, c'est incroyable. Et les hommes ont diminué leur consommation, ils ont plus augmenté dans le 3-4 fois par jour. Selon le revenu, en 2010, si on compare les consommations avec le revenu, il y a un gradient, bien sûr, des moins de 20 000 $ jusqu'à plus de 60 000 $. C'est sûr qu'avec le revenu, on a plus de monde qui vont consommer le seuil minimal des fruits et légumes. Et l'inverse se produit pour ceux qui mangent des fruits et légumes moins de 3 fois par jour. C'est vraiment chez les personnes les plus faiblement salariées qui vont
être dans cette catégorie-là. Alors, il y a un lien avec le revenu. Juste pour un autre exemple, c'est le lait et le fromage qui m'inquiètent profondément. Les produits laitiers, moi, m'inquiètent depuis très longtemps, mais là, nos études le confirment, c'est pas possible. C'est toujours à la baisse. Moi, on va arriver au point zéro à un moment donné. On baisse beaucoup la consommation. Ici, il y avait eu une petite hausse en 2006 qu'on n'a pas été capable d'expliquer. J'ai pas été capable d'expliquer. Et chez les femmes, ça a été pareil. Mais vous voyez, on est à 31%. Ça, c'est entre 2002 et 2007. Puis, en 2010, on est encore diminué. Fait que ça va en diminuant. Si on n'aboutit pas avec un problème d'ostéoporose ou de d'autres choses, je sais pas. C'est vraiment inquiétant, les produits laitiers. Bon, là, vous allez me dire, vous ne parlez pas du yogourt. Non, c'est vrai qu'on n'inclut pas le yogourt. Sauf que quand on a choisi le lait et le fromage, c'est que le fromage est cher, mais au moins, il est pris comme une source de protéines aussi. Alors que le yogourt est cher, et on le prend plus comme dessert ou comme une addition. Et en plus, dans nos enquêtes bien rigoureuses qu'on mène dans l'ensemble de la population, le yogourt est faiblement consommé. Il y en a du yogourt et toutes sortes de préparations nous sont proposées dans les supermarchés, mais c'est comme une catégorie de personnes. C'est pas l'ensemble de la population qui consomme suffisamment de yogourt. Alors nous, on voulait vraiment voir, comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont vraiment une valeur ajoutée puis qui sont économiquement plus recommandés. Alors c'est le lait et le fromage qu'on a choisi. Et le lait est beaucoup à la baisse. Et le fromage, c'est le revenu qui est lié avec ça. Alors voilà pour les consommations, c'est pas rigolo. Et là, je vais laisser François nous parler pour le système alimentaire sur l'accessibilité, puis je vous reviendrai après. Alors, les enjeux du système alimentaire, je vais vous présenter une étude qu'on a faite en 2004 puis qu'on a refaite en 2010, qui était axée sur les fruits et légumes frais. On voyait pas, on s'intéressait pas à la disponibilité des pois en canne et autres produits congelés, etc. Les inégalités de l'alimentation, évidemment, sont productrices d'inégalités de santé. Quand on s'intéresse à l'approvisionnement alimentaire, on s'est intéressé à tous les types de magasins où on trouve de l'alimentation. Contrairement aux études qui sont faites aux États-Unis, par exemple, où toute l'attention est ciblée sur les supermarchés, puis on en vient à des conclusions que s'il n'y a pas de supermarché, c'est le désert alimentaire, puis il y a même des articles catastrophiques ou catastrophés qui faisaient un lien entre l'incidence de mortalité cardiovasculaire et puis la présence ou l'absence de supermarchés à Chicago. Nous, on ne va pas là. Est-ce qu'il y a des déserts alimentaires? Bon, aux États-Unis encore, puis en Angleterre aussi, des études tendaient à montrer qu'avec un peu la dégradation des quartiers centraux, l'approvisionnement alimentaire de qualité avait tendance à se déplacer vers les banlieues plus riches, et puis laissant les centres-villes pauvres approvisionnés par des magasins bon style dépanneur. Alors, est-ce que c'est la même chose ici? C'est ce qu'on va voir. Bon, il y a aussi la question des enjeux environnementaux. L'idéal, en tout cas, c'est quelque chose qu'on promeut beaucoup dans le secteur environnement urbain et santé, d'avoir des quartiers qui soient fonctionnellement et socialement mixtes, c'est-à-dire où on retrouve pas juste du résidentiel, mais qu'on retrouve du commercial et donc des emplois et
et de la résidence et des commerces, des services de proximité pour que le plus possible et puis avec une certaine densité d'occupation pour faire en sorte que les gens aient le moins besoin possible de faire aller travailler ou aller s'approvisionner en voiture. Alors, l'étude qu'on a faite en 2004, c'était pour mesurer les différences, les disparités, les inégalités dans l'accès physique, géographique à de l'alimentation de qualité. Puis, comme indicateur d'alimentation de qualité, on a pris les fruits et légumes frais. Alors, on a simplement mesuré avec une équipe très simple j'appellerais ça des enquêteurs aux pieds nus, qui sont allés dans tous les commerces montréalais qui vendaient des fruits et légumes frais, mesurer les surfaces de fruits et légumes qui étaient offertes à la population. Et tout ça a été géoréférencé, cartographié. On a considéré chaque aire de diffusion. Les aires de diffusion, c'est une unité géographique, la plus petite unité géographique pour laquelle Statistique Canada donne d'informations sur des données sociodémographiques. Bon, revenus, composition des ménages, etc. Et pour chacune des aires de diffusion, il y en a à peu près un petit peu plus que 3000 sur l'île de Montréal. Donc, vous voyez que c'est une échelle très, très pointue. On a mesuré autour du centroïde de chacune de ces aires de diffusion-là, la surface totale de fruits et légumes qui se retrouvaient dans des magasins qui étaient dans un rayon, on a fait deux calculs, dans un rayon de 500 mètres, puis dans un rayon de 3 km. L'idée du 500 mètres, évidemment, c'était ce qu'on considérait qui était un peu accessible facilement à pied. Puis l'idée du 3 km venait de références qu'on avait vues dans la littérature, dans des sondages aussi commerciaux au Québec, que pour faire l'épicerie, le territoire de chasse, si on veut, des gens était à peu près de 3 km. Aussi, on disait que la proximité était un des principaux critères par lesquels les gens choisissaient leur magasin d'alimentation. Mais on va voir que c'est peut-être pas vrai pour tout le monde à Montréal. Alors, en 2004, comme vous voyez sur l'ensemble de l'île de Montréal, ce qui est rouge, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être des aires alimentaires où il n'y a pas beaucoup de surface de fruits et légumes disponibles dans un rayon de 500 mètres autour des centres des aires de diffusion. Alors, les deux extrémités de l'île, et puis surtout le West Island, c'est encore plus dramatique. Il y a presque rien. Alors, le West Island, vraiment, c'est un univers complètement différent du reste de l'île en termes évidemment, les revenus de la population sont beaucoup plus élevés et aussi dans les modes d'occupation du territoire, c'est très différent. Donc, la densité est beaucoup, beaucoup moins. Enfin, dans toute cette partie-là, on a à peu près 200 000 habitants qui sont sur à peu près le tiers de la surface de l'île. Alors, l'île, c'est 500 km² qui regroupe 1 800 000 personnes. Donc, on a ici un immense territoire qui est finalement qui a un mode d'occupation du sol qui est plus typique de ce qu'on retrouve dans les banlieues, dans les couronnes montréalaises. Donc, par contre, au centre-ville, on voit qu'il y a beaucoup de verre, donc les quartiers centraux sont relativement bien, on peut dire bien approvisionnés en fruits et légumes. Évidemment, quand on dit bien approvisionné, on dit que les fruits et légumes sont disponibles en grande quantité. Lise a parlé du prix évidemment, si on veut parler d'accessibilité en général, la proximité, c'est seulement un des éléments. Il reste la question économique et la question culturelle aussi, ce sont deux dimensions absolument déterminantes. Alors, ici, c'est une carte qui représente
cartographié un indice d'accessibilité qu'on avait concocté en tenant compte de la motorisation des ménages dans les différentes aires de diffusion et pour prendre en considération le fait que les gens, évidemment, dans une grande mesure, font de fait l'épicerie en auto. Alors, comme ils servent leur auto pour aller faire l'épicerie, donc le rayon d'action on a calculé un indice en tenant compte d'un rayon d'action de 3 km. Mais même à ça, vous voyez que quand on tient compte de ce qui est disponible dans un rayon de 3 km, le West Island est encore rouge vif, rouge feu. Donc, alors les pauvres jeunes du West Island ne meurent pas de faim pour autant. Ce qui me porte à dire que pour eux, pour les gens qui vivent dans un système de banlieue, la question de la proximité a tout un autre sens et une importance moindre que pour les gens du centre-ville. Alors peut-être les gens de Baie d'Urfé ou de Beaconsfield, ça les dérange pas de faire plutôt 7, 8, 10 km pour aller à l'épicerie au centre d'achat Fairview dans les endroits plus lointains. Alors, en 2010, voici le portrait des surfaces de fruits et légumes qui sont disponibles dans un rayon de 500 mètres. Mais évidemment, grosso modo, sur 6 ans, on n'a pas une grosse différence. On va voir tantôt dans une carte qui va montrer les gains et les pertes. Donc, grosso modo, c'est encore la même chose. Les deux pointes, est et ouest, et surtout ouest, sont encore très, très peu nantis en termes de fruits et légumes frais à proximité. Et ça, quand on focus sur simplement la partie, on fait des analyses maintenant en excluant le West Island parce que évidemment c'est tellement une autre planète au point de vue des problématiques qui nous intéressent que c'est un peu fou de mettre tout ça dans le même bain. Alors on fait la partition de l'île de Montréal. Alors ça c'est 2004, 2010. En présentant les deux cartes comme ça, c'est difficile de voir tout de suite les différences entre les deux périodes. L'industrie de l'alimentation, comme tout le monde peut s'en apercevoir, c'est une industrie qui était de la distribution alimentaire. C'est une industrie qui est en transformation constante. Évidemment, il y a les nouveaux produits, puis il y a les nouvelles approches auprès des clientèles et le bassin d'entreprises se renouvelle quand même de façon assez importante. Et c'est ce qu'on a pu constater ici sur une période quand même relativement courte de 6 ans. Il y a beaucoup des magasins qu'on avait enquêtés en 2004 qui sont disparus, puis il y en a plusieurs autres qui sont réapparus, à peu près en même temps. En fait, il y en a un petit peu plus de disparus que de réapparus. C'est 126 magasins qui ont fermé, puis 110 112 qui sont réapparus. Et par contre, le West Island, ici, il y a eu quelques petites améliorations. On voit des points verts dans un territoire, puis il y a eu peu de pertes, tandis que ailleurs, c'est pas mal kiff-kiff. Et ici, maintenant, on a perdu plus de magasins qu'on en a gagné, mais en termes de surface, finalement, on en a gagné. D'abord, les magasins qui sont restés stables entre les 2 années ont eu un petit gain marginal de surface mesurée de fruits et légumes. Mais par contre, les disparus, on estime que 52 000 pieds carrés de fruits et légumes ont disparu, tandis que les nouveaux en apportaient 62 000 pieds carrés. Donc, à l'échelle de l'île, évidemment, ça fait pas en termes de quantité totale de fruits et légumes qui sont offerts à la population montréalaise. On pourrait dire qu'il y a une petite augmentation, mais c'est pas vraiment extraordinaire. Enfin, pour ce qui est du Montréal, une donnée intéressante pour ce qui est du Montréal sans le West Island, donc la partie que je vous ai montrée tantôt, la médiane
surface de fruits et légumes disponibles dans un rayon de 500 mètres est de 560 pieds carrés. Mais la distribution, c'est une curieuse distribution parce que finalement, il y a 670 000 personnes qui vivent dans des aires de diffusion qui sont à moins de la moitié de la médiane en termes de surface de fruits et légumes. Ça veut dire que 42% de la population de ce Montréal-là ont moins de 280 pieds carrés de fruits et légumes à leur disposition. Puis ensuite, il y en a 8% qui ont entre 260, 280 et 560. Puis 50%, évidemment, qui ont plus que 560 pieds carrés. Maintenant, comment se distribue la disponibilité de fruits et légumes en fonction du revenu? Ça, c'est une donnée intéressante. Puis on voit qu'on est un peu à contre-pied de ce qui est un peu observé partout ailleurs. On a un beau gradient, sauf que c'est le gradient inverse de ce à quoi on s'attendrait. Ici, la façon dont je l'ai mesuré, c'est de considérer le pourcentage de la population qui vit dans des aires de diffusion, c'est-à-dire le pourcentage de la population dont les aires de diffusion sont sous la médiane montréalaise en fonction du revenu. Alors, si on prend le quintile de revenu, le quintile 1, donc les plus faibles, donc où le revenu médian, c'est-à-dire les gens qui vivent dans des aires de diffusion où le revenu médian est de 30 000 $ et moins. Bon, évidemment, dans ces aires de diffusion, il peut y avoir des millionnaires qui vivent à Pointe-Saint-Charles, mais prenons le revenu médian comme indicateur de ces aires de diffusion-là. On a à peu près 36% de la population dans ce quintile de revenus-là qui est en bas de la médiane montréalaise. Puis, ce pourcentage-là augmente à mesure qu'on passe d'un groupe de revenus à un autre plus élevé pour aboutir au quintile de revenus, au 5e quintile de revenus, le plus élevé, c'est-à-dire les ménages qui sont dans les aires de diffusion où le revenu médian est supérieur à 60 000 $. On a près de 70% des gens dans ces aires de diffusion-là qui sont en bas de la médiane montréalaise. Donc, finalement, on pourrait dire Montréal, au plan de la distribution alimentaire, est finalement pas si mal foutu que ça quand on s'intéresse aux inégalités sociales de l'alimentation. Bon, il reste, mais cette position-là doit être contrebalancée par la question économique. Parce que, puis en plus, si on prenait simplement le West Island, dans le West Island, évidemment, c'est presque 90% de la population qui est en bas de la médiane montréalaise de 560. La question culturelle, François, là, le parc extension, c'est très pauvre, oui. Mais les gens sont des immigrants récents de culture oui. Où il y a beaucoup de consommation de fruits et légumes. Oui, puis à quel point ça explique une partie de... Ben, je pense que c'est une variable extrêmement importante dans le parc extension, dans Myland aussi. Puis à d'autres endroits, puis où on va voir, par exemple, le parc extension est particulièrement intéressant parce qu'on a beaucoup de petits commerces, de petites épiceries et de fruiteries où l'offre de fruits et légumes frais est importante. Puis on pourrait ajouter d'autres choses qu'on n'a pas mesurées, mais bon, toutes les légumineuses qui sont présentes et consommées en grande quantité. Bon, évidemment, il y a un gros Loblaws à l'ancienne gare Jean-Talon, mais je pense que la caractéristique de Parc Extension, c'est des rues comme sur Liège, sur Saint-Roch, sur Jean-Talon, beaucoup de petites épiceries, beaucoup évidemment du sud-asiatique. Et voilà, Lise va reprendre le flambeau.
Bon, je vous ai parlé de l'insécurité alimentaire, mais qu'est-ce que c'est la sécurité alimentaire? En 2003, le Bureau européen de l'OMS nous a fait une proposition que j'ai, moi, tout de suite voulu qu'on introduise dans notre pensée, parce que ce n'est pas que d'avoir accès, justement, comme le contraire de l'insécurité alimentaire qui fait qu'une population est en état de sécurité alimentaire, mais c'est aussi lorsque on pense au système alimentaire. Et le système alimentaire, c'est de penser au type de production qui se fait dans un pays, au type de la protection des sols, la protection de l'environnement, et que l'on soit juste avec tout le monde. Et là, c'est une solidarité sociale à laquelle on pense entre les producteurs alimentaires, les transformateurs et les consommateurs. Puis je devrais ajouter les distributeurs jusqu'à certains égards. Donc, cette définition-là est vraiment à la base beaucoup à la base de ce qu'on vous a présenté comme documentation, mais surtout à la base de ce qu'on a élaboré comme action à mettre en branle au niveau de Montréal. Bon, le secteur environnement urbain santé a opté pour le développement durable et on s'est aperçu qu'avec la définition là, que je vous ai pas lue de A à Z, là, mais que c'est vraiment l'alimentation, un exemple frappant de possibilité d'amener le développement durable avec l'alimentation. On a les 3 dimensions économiques, sociales, environnementales. Et si je pense à la vitalité économique, ça veut dire que je vais penser non pas avoir des supermarchés partout pour que ces supermarchés-là développent les quartiers, c'est pas de ça qu'on parle, mais c'est de revitaliser des quartiers qui sont complètement mal desservis par soit des commerces alimentaires, soit des marchés publics où on va établir des liens avec les producteurs, que les producteurs trouvent leur compte, qu'ils puissent vivre eux autres aussi, tout en donnant accès à des aliments à des consommateurs avec des prix raisonnables. Du côté social, on va voir l'équité, mais en regardant cette solidarité qui peut s'instaurer localement par l'alimentation, où on crée des lieux de convivialité, des lieux de transfert de connaissances, de savoir-faire, et encore une fois, des lieux où les gens vont se sensibiliser mutuellement, tant du côté des producteurs à leur capacité de répondre à des besoins, que du côté des consommateurs qui vont être sensibilisés au fait des problèmes de la production alimentaire au pays. Les milieux de vie vont amener un intérêt particulier si on réussit à utiliser l'alimentation comme par exemple autant pour le verdissement par l'agriculture urbaine ou par cette conscientisation sur la diminution du transport. Et donc, on veut pas que les gens utilisent l'automobile, mais on va essayer d'aménager les milieux de vie pour leur donner accès de façon sécuritaire à des aliments qui sont sains. Et enfin, tout l'aspect qualité de vie qui ont un lien direct avec l'environnement, si ce n'est que d'offrir des aliments le moins transformés possible, produits le plus près possible de la population montréalaise, qu'on utilise moins de transport. Donc, on peut tout mettre ça ensemble. Et là, nous, on est parti de cette perspective du développement durable pour essayer de créer, moi, je vous dirais que l'ambition, c'était d'essayer de créer un engouement autour de produits frais, autour du système alimentaire, mais par un biais autre qu'une approche simplement service aux personnes ou simplement cette approche éducative qui est importante, mais créer de l'intérêt, créer de l'envie de manger avec des bons produits et que l'on soit fier de notre système alimentaire, mais à l'échelle très locale. Qu'on arrête de penser que notre quartier est pas attrayant, etc., mais qu'on se serve de l'alimentation pour revitaliser ça. Bon, c'était ambitieux.
Et nous, la Direction de santé publique de Montréal, par le programme du ministère de la Santé qui est axé sur la sécurité alimentaire, on reçoit 1 million, pas loin d'1 million de dollars du ministère. Cependant, il faut qu'on en donne 25%. Le ministre avait établi que on devrait donner 25% de la somme qu'on reçoit du ministère pour justement le service aux personnes pauvres et beaucoup axé sur les ressources qu'on a vues tout à l'heure dans le reportage. Et ce 25%-là, c'est pour le dépannage alimentaire. Le 75%, ce qui équivaut à peu près à 620 000 $, c'est de favoriser des actions qui vont amener l'autonomie alimentaire le plus possible dans les communautés locales. Alors, on a fait appel à aux tables de concertation dans les quartiers. Vous savez qu'on a 29 quartiers où il y a des tables de concertation très intersectorielles. On les a interpellés avec le modèle que je viens de vous présenter pour essayer d'améliorer l'accès aux aliments santé, mais dans une perspective de développement durable. Et on a priorisé que ces gens-là, que les communautés qui nous proposeraient des initiatives travaillent d'abord, évidemment, dans des secteurs mal desservis et défavorisés. Alors, on en a soutenu depuis 2007. Il y a eu 17 initiatives qui ont été soutenues. Là, on est à 15 en ce moment. Je vais juste vous présenter quelque chose des petits exemples. Je vais essayer d'aller vite, par exemple. Ici, vous avez dans le C3S, le CLTZ, vous avez un secteur qui s'appelle le secteur Guibault, complètement dévitalisé. Il y a 3 ans, ils ont perdu le petit guichet que la Caisse populaire des jardins tenait. Les écoles l'ont fermé. Vraiment dévitalisé, très démoralisant. La table de concertation, à l'appel de notre projet, ont décidé de faire toute une démarche avec la communauté locale. Il y avait 2 dépanneurs dans ce petit secteur-là. Ils sont allés voir les dépanneurs avec nos chiffres en disant, regardez, la population a confirmé qu'il n'y avait pas de choix intéressant pour s'alimenter. Et ils ont proposé aux dépanneurs, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble pour améliorer l'alimentation, ce que la population nous demande. C'est ça que la population demandait, c'est bien évident. Le monde était très conscient du faible approvisionnement qu'ils avaient, en fruits et légumes notamment, puis ils demandaient des petits marchés, ou en tout cas plus de produits frais. Et là, il y a un des 2 dépanneurs qui a dit, moi je suis un dépanneur, je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Cependant, j'ai un oncle, c'est à Rive-Sud, qui est producteur. Je vais lui demander si ça l'intéresserait pas de venir offrir ses produits dans le secteur. Il a appelé son oncle, il a travaillé avec lui, et l'oncle en question a décidé de faire un petit marché public qui est juste ça. Une table, et le monsieur a beaucoup de bagou en passant. Alors, il s'est mis à dire aux gens que c'était bon des betteraves, vous pouvez préparer ça comme ça, vous allez voir, celles-là sont bien fraîches. En fait, il y avait vraiment beaucoup d'interactions avec les clients, de sorte que je pense qu'il a créé un certain intérêt. Il répondait pas à la demande, il est allé voir ses voisins producteurs pour leur offrir de vendre ses produits. Alors ça, c'est une petite initiative qui est en cours, et là, on est rendu à développer dans ce secteur-là toujours, jusqu'à l'agriculture urbaine. Bon, on l'a appelé low-tech, low-cost, parce que ça vous montre un peu à l'image du jardin de l'agriculture urbaine qu'on va faire ici à la TSP, où on fait ça dans des vieux bacs. Eux, ils l'ont fait beaucoup plus beau, avec des vieux tonneaux qu'ils ont coupés et qu'ils ont aménagés. Ils ont vraiment fait quelque chose. Et là, c'est la fierté. C'est la fierté des gens de produire quelque chose avec à peu près rien. Et c'est beau. C'est très agréable à voir ce petit jardin-là. Ça, c'est un exemple. Je vais vous présenter. On soutient beaucoup l'agriculture urbaine. On veut qu'elle se développe à Montréal. Et il y a tout un mouvement pour améliorer l'accès à des jardins collectifs, des jardins communautaires. Ici, c'est à La Salle, c'est un beau jardin collectif où là, il y a un exemple de partenariat entre le milieu communautaire et l'école et avec l'arrondissement. L'arrondissement a trouvé ça tellement beau, ce jardin, et c'est avec les gens de la faculté
de l'architecture de McGill également. Les étudiants vont travailler là pour faire un design. Il y a un partenariat très, très étendu qui s'est mis là et l'arrondissement veut en faire maintenant un parc, donner accès aux personnes âgées, même s'ils cultivent pas, même s'ils font rien, d'avoir accès à ce genre de lieux de convivialité, d'échange. On a fait avec Éric Duchemin de l'UQAM, on a fait un recensement des jardins collectifs et communautaires. Ça, c'est tous les jardins collectifs et communautaires qu'il y a à Montréal. On en a recensé 247 l'année passée, en 2010. Et il y a vraiment des endroits où il y a rien comme jardin, puis d'autres où il y en a beaucoup. Ce que l'on veut créer, là aussi, c'est l'accès. Vraiment que ça se développe. Et nous, on permet aux gens des communautés locales de faire développer ce genre d'initiative-là. À Petite-Bourgogne, ils ont, eux autres, axé beaucoup sur l'action citoyenne. Et Petite-Bourgogne, c'est à côté du marché à Trois-Terres en passant. Mais les gens y vont pas parce que les aliments sont beaucoup trop chers pour eux autres. Donc, les citoyens se sont organisés beaucoup avec un coup de pouce de la table de concertation pour demander dans leur résidence, parce que le parc immobilier de HLM de Petite-Bourgogne est le deuxième en importance au Canada, qu'ils nous ont dit. Il y a beaucoup, beaucoup de HLM. Et avec l'arrondissement, avec l'OMH, ils ont créé un partenariat très intéressant pour avoir leurs fruits, leurs légumes à leur prix qui leur convient. Là, maintenant, ils ont un local pour offrir un petit peu plus de produits que les fruits et légumes. Là, je pouvais pas passer à côté parce que c'est tout nouveau. On a lancé Fruxi vendredi passé avec le maire de Montréal dans l'arrondissement Ville-Marie. Et ça, c'est la gang du Centre-Sud que nous, on soutient également avec le marché Frontenac et qui sont des développeurs et pour aller vers les gens. Quand je vous disais qu'on veut créer un engouement pour avoir de l'intérêt à mieux s'alimenter puis à s'intéresser à l'alimentation, eux là-bas, dans Centre-Sud, ont créé ce triporteur. Il y en a 6. Triporteurs qui vont se déplacer dans le Centre-Sud, aussi dans le plateau, aller vers les gens, mais dans des parcs pour offrir des fruits et légumes. C'est un peu... Oh mon Dieu, il est très pâle. Ici, l'angle permet pas de voir. Il est beaucoup plus large que ça. Ici, il paraît très, très étroit, mais le Fruxi, il est plus étendu que ça. Et donc, ce sont 6 triporteurs qui probablement vont s'exercer les mollets. Ils peuvent transporter jusqu'à 150 kilos de fruits et légumes. Et c'est un partenariat avec les producteurs également. Ils vont se déplacer. Alors, c'est pas juste offrir une pomme puis une orange là, comme on voit dans des petits kiosques. C'est vraiment... Tu peux t'approvisionner, mais au gré de la production, bien sûr. Et là, c'est là-dessus que je voulais vous laisser parce que les prix, je sais pas, ils vont les fixer justement par rapport à la capacité des personnes pauvres, parce que ce qu'ils veulent, c'est vraiment aller là où les personnes sont pauvres et mal desservies. Je faisais une entrevue vendredi passé, puis c'était ça, vous allez créer de la compétition avec les commerçants, puis non, parce que ils vont là d'abord où il y a rien, justement, où c'est mal desservi. Il y en aura pas de compétition, mais par contre, les prix devront être plus favorables. C'est un des critères de ce triporteur-là. Et là aussi, c'est un beau partenariat qui s'est créé. La CEDEC est très, très présente. L'arrondissement a décidé. Et là, c'est ce que j'ai vu vendredi passé. Ça fait depuis 2007 que je vous disais qu'on finance ça. Les arrondissements en 2007 savaient même pas qu'est-ce qu'on voulait dire avec sécurité alimentaire puis développer des approches. Maintenant, je n'en revenais pas. Le maire de Montréal, il y avait un conseiller municipal du plateau. J'avais écrit mon petit mot. Ils ont dit ce que j'avais écrit et il a fallu que je leur dise, merci de parler comme la santé publique. Ils avaient un discours santé comme vraiment, on n'avait pas espéré qu'ils aient en l'espace de 5 ans. Alors, il y a du progrès de ce côté-là, mais c'est des petites choses qui se font et je pense que c'est en additionnant les unes aux autres qu'on peut peut-être créer du positivisme un peu plus dans la population. Au revoir. Merci beaucoup.